Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans ce live Facebook. Voici une conférence Agir ensemble pour réussir la transition écologique, conférence que nous menons dans le cadre de la Biennale des villes en transition, en effet la ville de Grenoble. Et donc, le Muséum d'histoire naturelle, où je suis en ce moment, vous propose pour démarrer cette biennale une conférence qui est un des temps forts de la biennale, avec Grégory Derville et Terre Vivante, qui fera aujourd'hui la médiation et les questions dans cette intervention. Le Muséum et Terre Vivante travaillent depuis longtemps ensemble et nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir tous ce soir dans ce live pour parler de la transition écologique dans le cadre de la biennale organisée par la ville de Grenoble. Bonsoir, merci Pascal. Bonsoir à tous, bonsoir Grégory. Moi, je Ah, vais juste commencer par vous dire quelques mots sur Terre Vivante, peut-être avant qu'on commence l'entretien avec Grégory. Donc, Terre Vivante, c'est une SCOP qui est entièrement dédiée à l'écologie pratique depuis 40 ans. Qui est à la fois éditeur de livres sur les thèmes du jardinage bio, de la cuisine saine, des soins naturels, de l'habitat écologique, des questions de société. C'est aussi un éditeur de presse avec la revue 4 saisons, 4 saisons qui paraît tous les 2 mois, qui est distribuée sur abonnement et puis en kiosque. Et puis enfin, c'est un centre écologique qui est implanté dans le sud Isère, à 60 km de Grenoble, et qui est ouvert au public pour faire visiter ces jardins écologiques et aussi pour les accueillir le temps d'une formation, d'un stage sur le jardinage bio, la cuisine saine, enfin toutes les thématiques qui nous animent au quotidien. Donc ce soir, c'est en tant qu'éditeur de Terre Vivante, de Grégory Derville que nous sommes là. Grégory qui a publié chez nous 2 titres, La permaculture, qui est paru en 2018, et Réussir la transition écologique, que vous voyez en vignette normalement sur votre écran, qui est paru à l'automne 2019. Juste une petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet sur le déroulement de ce live. On va donc commencer par un entretien, Grégory et moi, qui va durer à peu près 30 à 40 minutes et qui va nous permettre d'introduire le sujet de ce live, qui est, je le rappelle, agir ensemble pour réussir la transition écologique. Et ensuite, Grégory répondra à vos questions. Vous pouvez bien sûr commencer à envoyer vos questions dès maintenant à Christine, qu'on ne voit pas, qui est dans les coulisses, mais qui va collecter donc toutes vos interrogations et qui nous les transmettra à l'issue de la première partie de ce live. Alors voilà, ces précisions étant faites, on peut commencer par une petite présentation. Grégory, si tu veux, je décris un peu ton parcours. Donc, tu es maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Lille. Depuis une quinzaine d'années, tu donnes des cours sur les politiques environnementales et plus largement sur les conséquences économiques, sociales et politiques de la crise écologique. Tu es installé dans le Limousin, à la campagne, sur un lieu où tu commences à expérimenter un mode de vie inspiré par les principes de la permaculture et que tu voudrais transformer en un écolieu ouvert sur le territoire pour contribuer à la résilience de ce territoire. C'est bien ça? c'est ça. Alors, dans ce livre, tu expliques d'abord ce qu'est la transition écologique, en commençant par une sorte d'état des lieux de la crise écologique. Est-ce que tu peux nous expliquer ton cheminement de pensée? Comment la transition et la crise écologique sont liées? Alors, je vais essayer de retracer brièvement mon parcours. En fait, depuis le moment où j'enseigne sur ces thématiques-là, ça fait une quinzaine d'années à peu près. Le cours de politique environnementale ou d'écologie politique comprend une partie qui est consacrée à la crise écologique, dans laquelle je fais un panorama assez détaillé sur le climat, la biodiversité, etc. Et en fait, c'est un panorama qui est assez accablant, assez effrayant, éprouvant pour les étudiants comme pour moi. Habituellement, on en sort, et moi-même hein, régulièrement, avec l'idée qu'en fait la situation est pire que ce qu'on croit. Et donc ça génère des sentiments qui sont quand même souvent des sentiments très négatifs, d'impuissance, de dépossession en fait par rapport à cette crise écologique. Des sentiments que j'entends ou des réactions que j'entends très souvent à la fin de mes conférences ou de mes formations. Il y a beaucoup de gens qui me disent ce que vous dites sur la permaculture, c'est formidable, on est convaincu, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau?
à notre échelle, le monde ne change pas, nos proches, nos voisins, nos élus, etc. Donc, le but de ce livre, c'était, et du précédent aussi, c'était de proposer des perspectives d'action qui soient engageantes. Mais malgré tout, donc je voulais que ce soit très axé solution. Mais malgré tout, je tenais à ce qu'il y ait une petite partie, alors qui ne prend que de mémoire 7-8 pages dans le livre, hein, c'est une toute petite partie, qui fasse un diagnostic quand même qui soit assez brutal, assez choc, parce que c'est bien de parler de solutions, mais ça dépend de quelle solution on parle. Donc mon idée, c'était quand même que ces solutions soient audacieuses, qu'elles aillent vraiment très, très au-delà de petites actions, alors éco-citoyennes ou collectives, hein, peu importe, même si ces actions sont indispensables, et je les fais, mais il fallait vraiment que ce soit très, très audacieux. L'important pour moi, c'est que les solutions dont je parle dans ce livre soient des solutions qui soient réellement durables et qui soient réalistes. C'est-à-dire qu'en fait, elles puissent quand je dis réellement durables, ça veut dire qu'elles puissent être accessibles à, non pas seulement à quelques centaines de millions de Happy Few occidentaux, mais potentiellement à l'ensemble de la planète. Et pas seulement pour une ou deux générations, mais souvent j'ai l'habitude de dire, pour les siècles des siècles. Une manière de dire que quand on réfléchit à durabilité, il faut envisager que ce dont on parle, ce qu'on met en place, puisse tenir très très longtemps. Et puis aussi, besoin de changements collectifs. Et donc, je tenais à ce qu'il y ait cette toute petite partie introductive, en fait, pour que les lecteurs aient bien en tête que ce dont on va parler, ce n'est pas des actions pour être assez facilement quitte avec sa bonne conscience écologique, mais c'est des actions qui soient réellement ambitieuses et qui impliquent en fait une transformation radicale du territoire sur lequel on vit. Et donc, le mot transition écologique commence à être bien connu. À la racine, il y a ce qu'on appelle le mouvement de la transition. Est-ce que tu peux, et je pense qu'on ne peut pas commencer à parler de transition sans déjà définir ce qu'est ce mouvement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? La transition, c'est le fait de passer d'un état à un autre, hein, donc on peut l'utiliser dans énormément de contextes et sur énormément de sujets. Dans le domaine de l'écologie, la transition écologique et plus précisément le mouvement de la transition écologique, dont je me suis beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup inspiré, est un mouvement qui est né en Angleterre, dans une petite ville anglaise qui s'appelle Totnes, à l'initiative d'un professeur de permaculture, qui est Rob Hopkins, qui est assez connu aujourd'hui. Et c'est un mouvement qui m'a tout de suite beaucoup intéressé parce il marchait sur deux jambes d'une certaine manière. Il y avait à la fois, quand on lit le premier texte, notamment de Rob Hopkins, un diagnostic qui est lucide et qui est donc forcément sombre. Et en même temps, ce que je trouvais passionnant et entraînant dans ce mouvement, c'est que ce diagnostic assez sombre n'amène pas du tout une posture de défaitisme ou d'accablement. Bien au contraire, c'est un mouvement qui est résolument tourné vers l'action, c'est résolument tourné vers les solutions plus que les problèmes, ce qui est un des principes de la permaculture. Un de mes amis a décrit ce mouvement de la transition en disant c'est un catastrophisme agissant. Et j'aime beaucoup cette formule. Je trouve que l'articulation entre les deux me paraît tout à fait judicieuse. Une analyse catastrophiste et en même temps, ou potentiellement catastrophiste, et en même temps une détermination résolue pour faire le nécessaire. Et c'est quoi alors les grands principes de ce mouvement? De ce mouvement, alors il y en a un certain nombre. Le premier principe, celui qui est peut-être qui intéresse le plus très souvent les gens qui se penchent ou qui découvrent ce mouvement, c'est l'invitation à agir au niveau local. Ce qui ne veut absolument pas dire que l'action politique au niveau national ou international est dévaluée ou démonétisée ou inutile. Ça veut simplement dire, en tant que mouvement de la transition, on va laisser ces activités-là à d'autres mouvements, des partis, des syndicats, etc. Et nous, on va se focaliser sur ce qui peut être fait au niveau du territoire où on vit pour le transformer. Donc déjà, premier principe, agir au niveau local. Le deuxième principe, c'est l'attention à la question des récits, qui est très, très à la mode, alors notamment en France, dans les milieux écolos. Cyril Dion en parle depuis quelques années, Arthur Keller, etc. Mais en fait, le mouvement de la transition insiste beaucoup sur l'importance de créer des récits qui soient constructifs, qui soient entraînants. Donc ça fait une bonne quinzaine d'années que ce mouvement réfléchit à des outils dont je parlais tout à l'heure pour produire ce genre de récits localement. Un autre des principes que j'aime beaucoup, c'est ce que Rob Hopkins appelle la grande requalification,
qui consiste en fait à faire revivre des savoirs, des savoir-faire dont on a perdu l'utilité aujourd'hui parce que l'essentiel des activités qui satisfont nos besoins sont des activités mises en œuvre par des machines, mais dont on aura à nouveau besoin dans un monde plus sobre en carbone, plus sobre en technologie, en déplacement, etc. Sur le plan politique et sociologique, un autre principe qui est important, qui est le principe de l'inclusivité, qui génère beaucoup, beaucoup de débats, notamment en France, où la culture de la conflictualité est plus importante qu'en Angleterre. Donc l'idée de l'inclusivité, c'est le souci de sortir de l'entre-soi écolo. Vous savez, je pense que parmi les personnes qui m'écoutent là, on est très, très nombreux à avoir vécu cette expérience d'avoir l'impression en fait, de ne parler que toujours dans un espèce de bocal écolo, on parle toujours aux mêmes, on rencontre toujours les mêmes. On est dans l'entre-soi, c'est confortable, mais ce n'est pas ça qui va permettre de changer profondément le territoire. Hein. Si on veut mettre le territoire en transition, il faut forcément s'adresser à des gens qui ne sont pas d'emblée écolos, voire qui en sont un peu éloignés, et en particulier les élus et les fonctionnaires territoriaux. Donc ça, cette idée de l'inclusivité, c'est essayer de faire venir à nous des gens qui ne sont pas nos alliés spontanés, on va dire. Et donc, ça débouche aussi sur un autre principe qui est encore plus controversé en France, qui est le principe du refus de prendre des positions en termes d'opposition. Et aussi le refus de prendre des positions explicitement partisanes. Un peu pour la même raison, c'est-à-dire que par définition, un mouvement qui prend des positions partisanes contre, par exemple, des grands projets inutiles, comme on en connaît beaucoup, beaucoup en France, naturellement, ce n'est pas la meilleure solution pour essayer de faire venir à soi des gens qui sont favorables à ces projets, ou qui les portent, ou qui les financent, etc. Et donc, c'est donner du grain à moudre, en fait, à celles et ceux qui pensent que l'écologie, c'est un truc d'extrémistes, des emmerdeurs, quoi. Et donc, on retombe sur le travers habituel de parler à des gens sensibilisés, à des gens déjà convaincus d'une certaine manière. Quel rapport avec le politique, du coup? Voilà. Alors, c'est une question importante parce que de ce que je viens de dire, on pourrait déduire que du coup, le mouvement de la transition est apolitique, ce qui serait à mon avis une erreur. Simplement, c'est un mouvement qui propose d'expérimenter une manière de faire de la politique qui se passe en dehors du cadre partisan et en dehors du cadre électoral, mais c'est profondément politique. Hein. Imaginez des projets d'avenir pour le territoire qui entraînent toute une population. Bon, si ça, c'est pas politique, j'ai du mal à imaginer ce que c'est que la politique. Simplement, l'idée, c'est de dire, plutôt que de s'opposer, on va laisser les activités, les groupes qui sont habituellement engagés dans ce type d'action, continuer à les mettre en œuvre. Et puis nous, en tant que mouvement de la transition, sur notre territoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contribuer à faire émerger des alternatives, à essayer de préfigurer ou de jeter les bases en quelque sorte de ce que pourrait être une société radicalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui sur ce territoire-là en particulier. Et à mon avis, ça, c'est clairement politique. Et d'ailleurs, ceci étant dit, je précise qu'on peut tout à fait être impliqué en tant qu'individu dans ces deux démarches. On peut très bien à la fois, dans une partie de sa vie, militer dans des syndicats, des organisations politiques et être fermement opposé à certains projets, par exemple, tandis que dans d'autres, on essaye d'expérimenter dans une démarche plus inclusive. Et par exemple, cette manière de jouer sur les deux tableaux, c'est ce que j'essaye d'expérimenter, par exemple, à titre personnel. Et alors, comment on peut s'y prendre alors, du coup, concrètement, pour faire vivre une initiative de transition sur son territoire? Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'initiatives de ce type? Bon, ça, c'est la question que j'ai le plus souvent à la fin des conférences. Bon, on est convaincu, mais on fait quoi? Par contre, on commence. Bon, alors, ce que je réponds presque toujours dans ces cas-là, c'est que d'abord, des actions qu'il est possible de mettre en œuvre, il y en a des PLT qui sont le plus souvent, pour la plupart, assez connues et qui existent très souvent dans pas mal de territoires. Donc, on peut citer les AMAP, les Repair Café, d'autres un peu moins connus, beaucoup moins fréquentes, les magasins coopératifs, les espaces tests agricoles, les ateliers d'autoréparation de vélos. Enfin, il y en a vraiment une foison. Donc, c'est ce dont je parle dans la troisième partie du livre, qui prend l'essentiel du volume du livre. Donc, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, peut-être. Mais ce qui était important pour moi dans ce livre, en fait, le parti pris que j'avais, c'était de dire que si on veut maximiser ses chances que ce type de projet voit le jour, ce qui n'est pas évident toujours,
et puis fonctionne de façon efficace et gagne des clients ou des sympathisants, ça dépend des cas. C'est important de les insérer, ces projets, dans un cadre qui est plus large, qui est une espèce de maison commune en fait à l'ensemble de ces projets alternatifs sur le territoire, de les mettre en réseau. Et cette maison commune, c'est ça qu'on peut appeler une initiative de transition. Alors je dis initiative de transition parce que souvent on dit ville en transition, mais sur un territoire rural ou semi-rural, ville en transition, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Donc c'est pour ça qu'on dit initiative de transition, mais ça revient un petit peu à la même idée. Et donc l'idée, c'est avant de se lancer bille en tête dans la création, je ne sais pas, par exemple, d'un magasin de producteurs ou d'un magasin de coopératif, il faut bien avoir conscience que d'abord, la bonne volonté et l'enthousiasme, ça ne suffit pas, bien souvent. En plus de ça, il faut des compétences qui sont variées et qui ne peuvent jamais être identifiables chez une seule personne. Donc, il faut réunir, il faut créer en fait un groupe avec plusieurs personnes qui partagent des compétences variées. Il faut une méthode qui consiste à planifier l'action sur le long terme pour faire en sorte que les projets auxquels on tient d'ici quelques années puissent effectivement voir le jour. Et puis, il faut des outils efficaces pour communiquer, pour prendre des décisions, pour faire émerger des idées, sensibiliser, etc. Et ça, cette étape-là, elle est fondamentale parce que si on la zappe, si on va tout de suite dans l'action, on risque des phénomènes d'usure, des phénomènes de fatigue, de découragement. On se démène, mais on a l'impression qu'on n'arrive pas à sensibiliser, que ce n'est pas efficace, qu'on prêche dans le désert, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé une démarche qui est en 3 temps, qui est classique dans le mouvement de la transition, qui consiste à d'abord créer un groupe initiateur qui va fixer des objectifs, qui va poser des lignes de conduite, déterminer un mode de fonctionnement. Ensuite, seulement se lancer dans la démarche de sensibilisation du territoire, donc les habitants, les élus, les associations, les entreprises, etc., pour essayer de définir ensemble du coup une vision de ce que pourrait être le territoire dans X années, et enfin seulement se lancer dans l'action, avec beaucoup plus de chances de faire en sorte que ces actions concrètes, visibles, soient couronnées de succès. D'accord. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'il ne faut pas se partir bille en tête en disant je vais monter un Repair Café ou je vais monter un magasin coopératif ou que sais-je. Il y a une immersion en fait qui est nécessaire dans Je sais pas dans si la démarche. voilà, je ne dirais pas forcément de manière aussi définitive en disant il ne faut pas. Mais par contre, c'est important d'avoir bien en tête que sans cette phase de maturation, on risque de se retrouver avec des projets ou des actions qui certes sont lancés, mais qui ne sont peut-être pas forcément les plus pertinents et les plus adaptés au contexte et au territoire, qui ne seront peut-être pas forcément aussi visibles ou aussi attrayants qu'ils pourraient l'être, et surtout qui risquent de ne pas attirer grand monde, et notamment de ne pas attirer grand monde dans cette démarche d'inclusivité, en dehors de ce petit réseau d'écolos qu'on voit partout, qu'on voit au magasin bio, au marché, à la Vélorussion, etc., et qui sont un peu toujours les mêmes. Et dans ce cas, le risque, c'est que l'enthousiasme du début retombe un peu comme un soufflet assez vite parce qu'on est tous, voilà, on est des humains, donc on est fatigué parfois, fragile, etc. Donc la phase de préparation, de maturation est importante, par exemple pour identifier sur quel territoire on va agir. Est-ce que ça va être la ville, le quartier, le canton, la communauté de communes, etc. Pour aussi faire une analyse lucide de ses ressources et de ses limites, ses faiblesses. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, se mettre d'accord sur des valeurs, sur un mode de fonctionnement, éventuellement élaborer une charte, etc. Donc, ce que je décris là, en fait, les familiers de la permaculture peuvent reconnaître ce qu'on appelle la phase d'observation et la phase de planification. Où, en fait, en permaculture, on dit souvent, avant de faire fonctionner les bras et les jambes, on fait fonctionner le cœur et le cerveau. Et c'est vraiment une phase qui est importante et qui permet de gagner du temps et de gagner de l'efficacité plus tard. D'accord. Et il me semble quand même que une des questions qui revient souvent, c'est comment on peut sensibiliser, comment ne pas s'épuiser en fait, parce qu'on a parfois l'impression de prêcher dans le désert, il me semble, de ne pas avancer. Donc, comment est-ce que tu as une méthode aussi pour ça? Est-ce que tu as un secret? Secret, si j'avais un secret, je serais riche parce que je pense qu'on est un nombre de plus en plus important de personnes à ressentir cette frustration en fait.
ce sentiment de ne pas être écouté. Et quand on va sur les groupes collapso sur Internet, les présentations individuelles des personnes qui entrent dans ces groupes-là, c'est quasiment une figure obligée ou une espèce de présentation rituelle qui consiste à dire j'en peux plus, je passe mon temps à essayer de sensibiliser autour de moi, je m'épuise, mais je ne suis pas entendu, je me sens du coup très très isolé. C'est éprouvant psychologiquement en fait de s'engager dans ce travail de sensibilisation et d'avoir l'impression qu'on n'est pas écouté, voire qu'on est pris pour des gugus, en fait, ou pour des gens qui sont des peines à jouir, quoi, des gens qui n'aiment pas vivre. Donc c'est très difficile à supporter. Donc effectivement, je ne sais pas s'il y a une méthode pour sensibiliser, mais en tout cas, j'en propose une. En fait, c'est déjà pour commencer d'essayer de séparer la population en plusieurs catégories pour savoir à quelle cible s'adresser, parce qu'on ne parle pas de la même manière aux différentes personnes selon l'état de prise de conscience où ces personnes en sont. Je pense j'en suis arrivé au bout de quelques années à la conviction qu'il y a des personnes qui de toute façon sont des adversaires, ne croient pas même à l'existence de la crise écologique, s'opposent par définition à toute mesure qui viserait à restreindre un certain nombre de libertés de consommation, de déplacement, etc. C'est les personnes qui utilisent souvent les formules Khmer vert, on les connaît, hein, les ayatollahs, les pastèques, etc. C'est Laurent Alexandre, quoi. C'est Luc Ferry, Valeurs Actuelles, etc. Je pense que c'est un gaspillage de temps d'essayer de sensibiliser des gens comme ça. C'est le meilleur moyen de finir avec une migraine ou avec des envies de meurtre, donc de passer une mauvaise journée ou une mauvaise soirée. Après, la deuxième catégorie, c'est la catégorie qui est très volumineuse de personnes que, alors, dans le livre, j'appelais les non-conscients. Des gens qui sont en fait pas conscients du tout ou pas vraiment conscients de la crise écologique, qui mènent la vie un peu sans se poser de questions, quoi, on va dire. Ils ne sont pas forcément hostiles à des projets de transition écologique, mais simplement, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment intégré ce qui est en train de se passer et ce qui se profile à l'horizon. En général, c'est des personnes, quand on a le temps de leur présenter en détail un certain nombre d'éléments, ils tombent des nues. Ce qui veut dire qu'ils sont sensibilisables, si je puis dire. Et ces personnes sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses qu'on croit, y compris parmi le monde des militants ou des sympathisants écologistes. Ensuite, il y a une troisième catégorie que j'appelle les velléitaires, donc des gens qui, de manière plus ou moins vague, sentent que quelque chose ne va pas, qui peuvent en parler, mais qui n'ont pas encore forcément changé grand-chose dans leur vie de concret, au-delà peut-être de petits éco-gestes pas très compliqués. Ensuite, il y a les velléitaires. Alors là, c'est des gens qui sont déjà beaucoup plus conscients, mais... Les velléitaires, tu les as déjà cités? Alors, oui, alors une variante des velléitaires, ce serait les conscients démissionnaires. D'accord. Les conscients démissionnaires, c'est des gens qui ont cette impression-là, mais qui ont plus ou moins consciemment en fait décident de s'en foutre, quoi, de baisser les bras. À quoi bon, de toute façon, ce que je peux faire, de toute façon, n'empêchera pas les Chinois de nous défoncer le climat, par exemple. Parfois, c'est très cynique, hein. J'ai entendu une personne un jour me dire, quand je parlais de pic pétrolier, me dire, mais alors ça veut dire que dans, je sais pas, 10, 15 ans, on ne pourra plus prendre l'avion, donc si on veut aller voir le Machu Picchu, il faut y aller maintenant. Donc j'avais l'impression d'avoir fait un travail de sensibilisation complètement contre-productif. Alors, vous imaginez bien que c'était super agréable. Et puis après, il y a le groupe des conscients mais inactifs. Donc des gens qui ont vraiment pris la mesure de la gravité de la situation, de son urgence, qui ont mis en place très souvent des changements significatifs dans leur vie quotidienne, dans leur famille. Et en gros, ce sont les personnes qui sont en demande de conseils ou de soutien pour aller au-delà et mettre en place, dans un cadre associatif, des changements collectifs. C'est vraiment une partie de la population. Je pense que parmi les personnes qui nous écoutent, là, ça correspond au profil de beaucoup, beaucoup de personnes qui sont de l'autre côté de l'écran en ce moment. C'est souvent des gens aussi qui vivent une grande impression de dissonance cognitive, en fait, entre ce qu'elles pensent et ce qu'elles font, qui ont l'impression... de penser des choses, de ressentir des choses, mais d'avoir un mode de vie qui est complètement en inadéquation avec ça. Et c'est aussi très souvent des gens qui sont en pleine crise d'éco-anxiété, j'en dirai quelques mots après, mais des gens qui ressentent des émotions très très fortes par rapport à la crise écologique. Assez souvent, je dis, c'est à peine une boutade, je dis, souvent c'est les dépressifs ou les dépressifs momentanés. Et ce n'est pas du tout une critique, c'est absolument pas une marque de dédain du tout, du tout. Et je pense même, pour être honnête, que c'est une phase qui est presque indispensable. Je pense c'est presque impossible d'avoir une conscience assez lucide de la situation écologique et sociale aujourd'hui sans en passer par une phase de détresse psychologique. Ça me paraît absolument normal.
Et puis enfin, il y a le groupe des personnes qui sont à la fois conscientes et déjà actives, qui ont déjà changé beaucoup, beaucoup de choses et qui sont dans leur comportement individuel et collectif, qui sont fortement mobilisées. En gros, le groupe initiateur dont je parlais tout à l'heure est souvent composé de gens qui correspondent à cette catégorie-là. Mais ce que je voudrais dire pour finir cette présentation-là de ces catégories, c'est faut bien faire attention, aucune personne n'occupe, enfin, on remplit pas on ne classe pas les gens dans des cases et aucune personne n'occupe une de ces positions en permanence. On est en permanence en train de naviguer et moi, comme tout le monde, d'une de ces positions à l'autre. On est parfois velléitaire selon notre humeur, notre degré de fatigue, la période de l'année, avec qui on est, nos activités du moment. Et moi, le premier, je ne donne absolument pas de leçons à qui que ce soit. Il m'arrive d'être velléitaire, voire d'être complètement dans le déni quand je passe du temps avec mon garçon à regarder un match de foot. Je sais très bien que je ne suis absolument pas ni conscient ni actif, mais bon, ça fait partie de notre humanité aussi. Hein. Donc, il ne s'agit pas d'essayer de monter dans cette hiérarchie et puis de regarder de haut ceux qui n'ont pas encore fait ce chemin-là, parce que là, c'est le meilleur moyen de prendre des retours et de passer pour des donneurs de leçons, et c'est absolument pas une bonne solution pour sensibiliser. Mais en tout cas, c'est une typologie qui me paraît utile pour déployer ces efforts de sensibilisation d'une manière qui est plus efficace. On ne s'adresse pas de la même manière à des gens qui sont plus ou moins loin sur ce chemin de prise de conscience. Et puis, on va aussi sélectionner des publics cibles qui sont les plus prometteurs, on va dire. Spontanément, on aurait plutôt tendance à s'adresser à des gens qui sont déjà conscients et actifs, mais en fait, ce n'est pas très, très efficace parce qu'on va prêcher des convaincus. Donc, ça ne change pas grand-chose. Même très souvent, on peut donner l'impression qu'on vient marcher sur leur plate-bande si ce sont des personnes engagées dans des associations. Donc, je pense que la cible prioritaire principale, la plus prometteuse, c'est les gens qui sont conscients mais pas encore actifs, voire velléitaires. C'est plus difficile de les sensibiliser, mais si on y arrive, l'impact potentiel est beaucoup, beaucoup plus fort. On change les comportements individuels et collectifs de manière beaucoup plus massive. Et du coup, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette angoisse que génère la prise de conscience, parce que c'est vrai que moi, je pense qu'on a à peu près tous ressenti à un moment ou un autre, sur une période plus ou moins longue. Parfois on s'en sort, parfois on n'en sort pas. Enfin voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? La première chose que j'aurais envie de dire, c'est que c'est normal. Ouais. C'est on ne peut plus normal. Ça veut juste dire qu'on a un cerveau qui fonctionne suffisamment bien pour comprendre ce qui est en train de se passer, et qu'on a un cœur qui est suffisamment ouvert et empathique pour ressentir les émotions que ça génère. Et donc, ces émotions sont très variées. On parle très souvent de peur, d'angoisse, d'anxiété. C'est pour ça qu'on parle d'éco-anxiété. Le terme s'est beaucoup généralisé, mais derrière ça, il y a aussi des sentiments de culpabilité, parfois de honte, notamment la honte d'avoir mis au monde un enfant dans un monde pareil, par exemple, ou la honte d'avoir pris l'avion si longtemps, ou pendant autant de fois pendant sa jeunesse, etc. Ça peut être la colère, ça peut être donc la tristesse, la dépression, la détresse, le sentiment d'impuissance qui est très, très violent aussi. D'ailleurs, ça m'amène à penser que la notion d'éco-anxiété est assez réductrice. On parle très souvent d'éco-anxiété, mais en fait, il y a une praticienne en psychothérapie qui s'appelle Charline Schmerber, qui a un site internet qui est passionnant, que je vous invite à aller voir, et qui a fait une étude sur ce type de personnes, et elle montre bien qu'en fait, les émotions qui sont générées par cette prise de conscience c'est un spectre d'émotions qui est très, très, très varié. Et donc, du coup, quand on s'exprime, quand on essaye de parler de l'avenir écologique et social de cette planète ou de nos territoires, et puis de ce qu'il conviendrait de faire, ça me paraît vraiment crucial d'ajuster très finement ce qu'on dit aux émotions que l'on ressent et que l'on décode chez les personnes auxquelles on parle. Ce qui est très difficile derrière un écran, d'ailleurs, c'est très frustrant parce que quand j'en parle en conférence, je vois des gens qui se ratatinent dans un fauteuil ou qui commencent à se ronger les ongles ou à bouger nerveusement. Donc, je peux adapter un peu mon discours. Là, je ne sais absolument pas quelles sont les réactions. Mais idéalement, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire montrer qu'on est attentif aux émotions qu'on génère, s'arrêter si besoin, faire une petite pause, laisser le temps de souffler, y revenir peut-être plus tard, remarquer explicitement
l'émotion de l'autre, inviter l'autre à mettre des mots sur son émotion, etc. Et puis, comme je disais, pour commencer ma réponse, bien souligner le fait que cette émotion est parfaitement normale et que ça veut dire qu'on est simplement humain. Et en fait, ce qui serait anormal, ce serait de ne pas avoir ces émotions-là. Ça voudrait dire qu'on serait une espèce de psychopathe ou de sociopathe, quoi. Et toute cette démarche-là d'empathie et d'attention aux émotions des gens à qui on s'exprime, elle est fondamentale parce que si on assène des informations, ce que j'ai beaucoup fait, hein, là je suis en train de me critiquer moi-même, hein, je suis un spécialiste de ce genre, enfin j'ai longtemps été un spécialiste de ce genre de choses, et en cours, comme le format du cours c'est descendant, hein, donc je perpétue malgré moi ce genre de choses, mais on risque de générer des réactions qui sont complètement contre-productives, on risque de générer du déni. C'est pas vrai, il exagère, ça va pas arriver, t'es pessimiste. La formule t'es pessimiste, c'est très fréquent. On risque d'inciter les gens à se réfugier dans ce qu'on appelle dans la courbe du deuil, vous savez, la négociation ou le marchandage. Il y aura bien des solutions, les ingénieurs vont bien nous trouver des trucs. Ça va être je sais pas, le moteur à hydrogène, ça va être aller sur Mars. Enfin, bon, en tout cas, il y a bien des ingénieurs qui... L'humanité a toujours trouvé des solutions, donc elle va continuer à en trouver. Ça, c'est la négociation ou le marchandage. Ou alors le divertissement, je pense à autre chose. Mes vacances, mon repas du soir, n'importe quoi. Tout sauf ça. La colère, que j'appelle souvent la contre-attaque, c'est-à-dire, oui, ok, je me sens coupable, et donc j'exprime de la colère vis-à-vis de gens que j'estime plus coupables que moi. Donc, ça peut être la Chine, les multinationales, les GAFA, enfin, peu importe, hein, c'est très facile de trouver des cibles. Justifiées, hein, d'ailleurs, ce n'est pas la question. Hein. Ou alors le défaitisme, l'aquabonisme, quoi. De toute façon, c'est foutu, c'est trop hors de proportion par rapport à nos capacités d'action, donc on n'y arrivera jamais. Ou alors le cynisme. Donc, moi, j'appelle ça l'après-moi, délugisme. Rien à foutre, quoi. Donc, j'ai bien compris, mais je vais continuer à vivre comme je vis, et puis les générations futures paieront, quoi. Donc ça, si on veut éviter ça, c'est sûr que l'attention aux émotions qu'on génère est fondamentale. Et toi, je ne sais pas si on peut parler d'outils, je ne sais pas si c'est toi qui l'as développé d'ailleurs, mais en tout cas, dans ton livre, tu parles du visioning, qui est une façon finalement de se sortir de tout ça, si j'ai bien... Enfin, s'en sortir, non. C'est un peu trop ambitieux, mais en tout cas, ça fait partie de la démarche pour aller vers l'action. Tu peux nous dire de quoi il s'agit exactement? Alors, le visioning, c'est un terme qui est utilisé depuis pas mal de temps dans beaucoup de disciplines, qui consiste à essayer de visualiser pour s'y projeter l'avenir dans lequel on souhaite arriver. Alors, ça peut être utilisé à des fins plus ou moins avouables et plus ou moins positives. On peut faire du visioning quand on est une entreprise et qu'on essaye de fermer une usine ou de regrouper ou de restructurer, comme on dit pudiquement, avec beaucoup de guillemets, une entreprise. Et donc, on peut utiliser le visioning pour essayer d'imposer des changements qui sont plus ou moins inacceptables. Donc, ce n'est pas l'outil en lui-même qui est intéressant, mais on peut aussi l'utiliser pour essayer de designer en quelque sorte sa propre vie individuelle. Et puis, donc, aussi pour essayer de créer ou de susciter, de rapprocher le territoire d'une vision désirable, souhaitable, attrayante. Il y a une formule de Rob Hopkins que j'aime beaucoup, où il dit, si on veut sensibiliser, convaincre, emporter avec nous dans l'action, il ne faut pas seulement donner des mauvaises nouvelles et parler d'effondrement et dire, si on reste ici comme c'est et sans rien changer, ça va être terrible, parce que ça tétanise, même s'il faut le dire aussi, à mon avis. Ce qui est important, c'est aussi de présenter une vision de l'avenir qui soit attrayante et qui soit potentiellement tellement attrayante qu'en fait, on se sente presque irrésistiblement ou instinctivement attiré par cette vision-là, avec l'envie de faire son possible pour qu'elle advienne. En fait, c'est ça, le visioning. C'est inviter les habitants d'un territoire, en l'occurrence, puisque c'est dont on parle, à imaginer le territoire dans lequel ils ont envie de vivre. Alors après, c'est là où je reviens sur ce par quoi je commence dans le livre, avec toujours la prise en compte d'un certain nombre de contraintes écologiques. Il ne s'agit pas non plus de rêver, de fantasmer, d'imaginer quelque chose qui soit complètement irréaliste. Mais malgré tout, il faut que ça fasse envie. C'est créer un futur désirable, quoi. Créer un futur désirable. Ouais. C'est un peu la phrase de
très connu de Saint-Exupéry qui dit, si en substance, je ne sais plus exactement mot à mot, mais qui dit si tu veux faire en sorte que des gens fabriquent un bateau, il ne faut pas commencer par répartir du travail et chercher des outils, collecter des outils, du bois et répartir le travail, mais il faut réveiller le désir dans le cœur de ces personnes, le désir de la mer grande et belle. C'est une phrase que je trouve très, très, très belle. Et alors, il y a des outils concrets pour ça, pour créer ce futur désirable? Oui, alors je vois qu'il y a eu une question dans le chat qui est un peu la même que celle que tu viens de poser, hein. Comment on fait pour rendre la transition écologique. Alors j'ai vu sexy, j'ai vu le mot sexy. Bon, il y a pas mal d'outils. Alors dans le livre, j'en présente deux que je trouve vraiment très efficaces. Le premier est plus technique. Ah, la décroissance, d'accord. Alors je répondrai après sur la décroissance. Le premier est peut-être un petit peu plus traditionnel. Et le deuxième, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus puissant encore. Le premier, c'est ce que j'appelle la to-do list. Peut-être, Christine, tu peux projeter l'image qui présente cette to-do list. Donc, le principe, c'est très simple. Tu peux éventuellement grossir un peu, hein, si tu veux, Christine, pour qu'on voit une ou deux lignes. Le principe est simple. Ça consiste à lister collectivement tout ce qu'il y aurait à faire pour rendre le territoire plus résilient, plus durable, plus écologique, plus solidaire, etc. Et dans plein de domaines. Donc là, on en a listé quelques-uns, parce qu'il fallait que ça tienne en une page de livre, mais on pourrait rallonger la liste, hein, bien sûr. Et puis ensuite, on va classer, pour chacun de ces sujets ou de chacun de ces domaines, on va classer un certain nombre d'actions. Alors ça peut se faire comme dans un tableau, on peut très bien les classer par ordre de priorité dans le temps, ce qu'on peut faire tout de suite, et puis dans une case à côté, ce qu'on peut faire dans les 2 ans, par exemple, ou dans les 3 ans, et puis ce qui nécessitera un travail de longue haleine, à plus long terme. Ou alors, on peut aussi classer ces actions possibles en fonction des acteurs qu'il est nécessaire de mobiliser pour que ces actions voient le jour. Donc, il y a ce que je peux faire seul, ou dans ma famille. Donc, par exemple, je peux apprendre à entretenir mon vélo. Ça, je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour me lancer là-dedans. Après, il y a ce que je pourrais faire avec mes amis ou mes voisins. Donc là, je peux créer un atelier vélo pour rester sur cette thématique-là. Et enfin, ce que la collectivité devra mettre en place. Donc là, ça va être installer des pistes cyclables, par exemple. Donc, vous voyez, c'est simplement un outil pour classer, pour prioriser, pour visualiser ce qu'on peut faire tout de suite, ce qu'on fera plus tard. En gros, normalement, quand collectivement on réfléchit avec cet outil-là, il se dégage assez rapidement des priorités dans lesquelles on va se lancer. En plus, on peut évidemment croiser ça avec ce qui existe déjà sur le territoire. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue. S'il y a des choses qui existent sur le territoire, c'est évidemment une perte de temps et d'énergie de se lancer dedans. Et puis le deuxième outil que j'ai expérimenté il y a quelques semaines, je vais en dire 2-3 mots juste après, c'est ce que j'appelais dans le livre les histoires de transition. Et Rob Hopkins utilise, je crois que c'est la même formule, ou une formule tout à fait similaire, les histoires de transition. L'idée ici, c'est d'utiliser la puissance de la narration pour stimuler l'imaginaire. Donc, on va proposer dans des ateliers, alors d'ailleurs, c'est dans des ateliers, mais ça peut être à domicile et ça peut être sur un temps plus long, peu importe. On va proposer aux habitants de se situer dans un futur qui va être plus ou moins éloigné, dans 5 ans, dans 10 ans, en 2050. Et puis, on leur propose d'imaginer des histoires qui vont relater la manière dont le territoire a réalisé sa transition entre aujourd'hui et cette période-là. Donc, dans le livre, on a imaginé une ville fictive qui s'appelait Grésy, si je me souviens bien. Donc, il y a la Gazette de Grésy qui nous décrit un certain nombre de jalons comme ça. Alors, j'aime bien proposer de faire 2 récits. Je trouve ça assez stimulant d'imaginer un premier récit auquel on ne consacre pas trop de temps, mais qui est en gros le récit de ce qui va arriver de dramatique si on ne fait rien, si on est dans le business as usual, quoi. Donc là, il faut y aller à fond dans le dark, hein, bien sûr. Faisons-nous plaisir, on est dans l'imaginaire. Et puis un deuxième récit qui, par contre, va décrire tout ce qui peut arriver de positif grâce à la mobilisation des transitionneurs et des transitionneuses.
Et donc là, dans la description qu'on avait choisie, par exemple, de mémoire, on commençait par 2-3 événements, pas forcément très très sympas en 2020, 21, 22, enfin, je ne me souviens plus exactement. Et puis au fur et à mesure, ça décrivait une prise de conscience progressive jusqu'à déclencher des actions qui d'abord étaient relativement modestes et puis qui finissaient par être des actions vraiment structurantes. Voilà, donc ce récit, en plus, ce qui est intéressant avec les histoires de transition, c'est que ces récits, on peut les faire sur différents supports. Ça peut être des articles de presse, ça peut être des nouvelles, des petits textes littéraires, ça peut être des échanges épistolaires, ça peut être un livre d'histoire en imaginant que c'est le livre avec lesquels les enfants dans 20 ou 30 ans apprendront l'histoire du territoire. Ça peut être des expositions de photos, pourquoi pas, des expositions de dessins. Donc là, pour le coup, c'est très inclusif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément fait des études supérieures et d'aimer beaucoup écrire et d'être à l'aise avec le langage pour s'impliquer à fond dans la création, l'imagination de récits qui sont parfois très stimulants, quoi. Et l'idée, en fait, c'est de retracer les événements marquants qui ont eu lieu pendant la période entre aujourd'hui et puis la date à laquelle on se projette, et donc de rendre hommage par avance aux personnes qui ont rendu possible l'avènement de ce futur désirable, de ce territoire qui va être résilient, qui va être plus écologique, qui va être solidaire, etc. Alors, il y a une association notamment qui s'appelle Futur Proche, qui organise des événements. En ce moment, c'est en ligne. J'ai participé à un événement, c'était il y a 3 semaines à peu près, et c'est une association en fait qui propose la mise en œuvre de cet outil-là sur des soirées, ça dure à peu près 3 heures, par groupe de 4-5 personnes, avec une personne qui facilite la discussion, et ça débouche sur des récits. Alors ça ne change pas le monde, bien entendu, mais si vous avez envie d'aller voir ce que produit cette association, je pense que ce sera intéressant. Ça vous donnera une idée de ce qui peut être fait dans un cadre vraiment concret, pas sur Internet avec des gens qui ne se connaissent pas, mais dans un cadre concret avec des voisins, avec son adjoint au maire qui se trouve être un voisin ou un cousin ou je ne sais quoi. Donc là, on va pouvoir utiliser cet outil et transcrire dans la réalité, en tout cas avoir plus de chances de transcrire dans la réalité ce que décrit ces récits. Et alors, du coup, la suite logique, une fois qu'on a fait ces histoires de transition, c'est on passe à l'action, si je comprends bien. C'est ça. C'est ça. Alors, il y en a qui piaffent, hein, peut-être. Ouais. Dans les formations à la permaculture, c'est pareil. Je me rappelle avoir fait des week-ends d'initiation où le samedi matin, les gens arrivaient avec leurs bottes et leurs bêches en disant « Bon, alors on la monte, cette butte. » Et donc, effectivement, on piaffe, on a envie d'agir. Donc, j'ai expliqué longuement pourquoi c'est important de préparer cette mise en route concrète, mais elle est fondamentale, évidemment. Une initiative de transition, ça n'est pas un club de réflexion, ce n'est pas un think tank. Le but, ce n'est pas de refaire le monde entre potes avec des bières en imaginant ah là là, si le monde était comme ça, le territoire était comme ça, qu'est-ce qu'on s'éclaterait. Le but, c'est de le transformer et de manière vraiment tangible, de manière visible et de manière déterminante. C'est-à-dire pas. Alors, je voudrais vexer personne et j'ai choisi volontairement des actions dans lesquelles j'ai été impliqué moi-même. Donc, je précise, c'est absolument pas pour vexer. J'ai absolument rien contre les incroyables comestibles, par exemple, ou contre les ateliers zéro déchet. J'ai des amis qui en mettent en œuvre. C'est très, très intéressant. J'en ai fait. Simplement, c'est évident qu'à l'échelle de ce qu'il faut changer sur un territoire, c'est epsilonesque. C'est vraiment très, très peu. Il faut vraiment changer de braquet et mettre en œuvre des projets beaucoup, beaucoup plus ambitieux dans tous les domaines, sur la résilience alimentaire, les transports, la santé, l'énergie, etc. Donc, ces démarches-là, bon, je reprends l'exemple, les ateliers zéro déchet ou les incroyables comestibles, c'est une amorce, c'est très utile comme amorce pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. Alors donc, les avantages du passage à l'action, ce pourquoi c'est absolument indispensable, c'est que ça permet tout simplement de matérialiser ce futur désirable vers lequel on se propose de s'engager et qui est celui qu'on a, à supposer qu'on l'ait imaginé, qu'on l'ait écrit avec ces histoires de transition. C'est important ensuite de le matérialiser de manière concrète. On peut imaginer que dans 30 ans, il y aura 3 moulins à vent dans son village. On ne va pas les fabriquer en 10 ans, en tout cas pas en 3 ans, ni en 6 mois. Mais par contre, on peut déjà s'engager dans des actions, y compris dans le domaine de l'énergie, qui montrent que la transition écologique et sociale et solidaire, non seulement elle est possible, mais en fait, elle est déjà en cours.
Il y a déjà des gens sur le territoire qui sont engagés et qui font des choses concrètes, qui se voient. Et ça donne du courage ou ça donne de l'impulsion en quelque sorte. Après, il y a un autre avantage de la mise en action en quelque sorte, ou des actions concrètes, c'est que ça permet à absolument tout le monde de participer. Donc là, pour le coup, c'est vraiment inclusif. Et ça permet notamment de participer à des gens qui sont très, très nombreux, qui ont tendance à s'auto-exclure de tout ce qui est groupe de réflexion, comité de pilotage, comité de réflexion, etc., parce que ces personnes soit sont mal à l'aise avec les idées, avec le fait d'écrire, soit n'aiment pas, tout simplement, soit pensent qu'elles n'ont rien à apporter, ce qui est très souvent un tort. Ces personnes ont très souvent des idées extrêmement originales et enthousiasmantes et passionnantes, hein, mais simplement, ce sont des personnes qui souvent s'impliquent assez peu. Alors que l'action, le passage à l'action, ça permet d'aller les chercher et de les mobiliser. Donc des gens qui peuvent se dire, moi j'ai 65 ans, j'ai juste un CAP, j'ai quasiment pas fait d'études, je connais rien à rien, donc je vais rien apporter. En fait, si. La personne, elle est peut-être un bricoleur émérite, un super bon jardinier, connaît l'apiculture. Enfin bon, c'est une personne qui a plein de connaissances, de compétences, de savoir-faire qui sont mobilisables. Et donc, on a besoin de se lancer dans l'action pour être véritablement inclusif, pour inclure les gens, vous savez, qui ne sont pas des diseux et qui sont des faiseux. Ça, on en a quand même besoin parce que sinon, si avec des intellos comme moi, on n'avancera pas très vite, hein. Bon, pas très loin en tout cas. L'action, c'est bien aussi parce que ça permet de souder les groupes. On se regroupe beaucoup plus quand on a les mains dans le cambouis, enfin dans la terre en tout cas, ou quand on réalise des choses ensemble. Les chantiers participatifs sont très très importants pour souder les collectifs, pour créer de la solidarité, de l'entraide et des amitiés très souvent. Les actions concrètes, c'est aussi des très bons supports de communication vis-à-vis des élus, vis-à-vis de la presse, vis-à-vis d'autres parties des habitants qui vont avoir l'occasion du coup de voir concrètement ce que ça peut donner, hein, une action concrète. Et puis parfois même, ça permet de lancer des activités économiques. Une AMAP peut déboucher sur l'installation d'une maraîchère, un magasin de producteurs ou un magasin coopératif. Ça peut déboucher sur le fait qu'il va y avoir 2 ou 3 recrutements de commerçants. Donc, il y a aussi cette dimension économique, pourquoi pas derrière. Alors, si tu veux bien, je vois qu'il est déjà 19h20. On pourrait commencer peut-être à demander à Christine de reprendre la parole pour nous transmettre les questions des internautes. Christine, est-ce que tu es là? Là, voilà. Oui, bonjour à tous. Alors, on a la question que j'avais mise par écrit tout à l'heure, en fait, c'est comment rendre la décroissance désirable et sexy. Et puis, on a Alim aussi qui pose une question concernant la biodiversité qui est en déclin et qui dit que même les scénarios les plus optimistes prédisent l'extinction et le déclin des espèces. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette perte de biodiversité? Alors, c'est 2 questions qui sont très générales, en fait, hein, qui abordent des problématiques très, très générales et qui vont bien au-delà, en fait, de ce qui peut être fait simplement au niveau d'un territoire. Moins la première, rendre la décroissance sexy, ça ne va pas être simple. Hein, on est quand même, on est câblé. En plus, on a biberonné à la croissance, spécialement les 2-3 dernières générations, hein, qui ont connu une croissance qui a quand même été assez effrénée, voire frénétique. Donc, c'est certain qu'il y a peu de monde qui n'a pas intégré l'idée que le cours normal de l'histoire, c'est la croissance. Croissance de quoi? On ne sait pas. Croissance pour aller où? On ne sait pas trop. Croissance à quel prix? On préfère pas y penser. Mais on pense quand même spontanément que on va quand même pas revenir à la bougie, on va quand même pas revenir au Moyen-Âge. Enfin, c'est quand même des formules qu'on entend très très souvent, prononcées sur un ton. Vous savez, le ton qu'on utilise pour dire à quelqu'un, mais ma pauvre chérie ou mon pauvre chéri, tu as perdu le sens commun, quoi. Donc effectivement, ça ne va pas être simple. Et je pense qu'il va falloir allier à la fois un travail sans relâche de sensibilisation. Donc c'est pour ça que dans les conférences que je donne sur la transition écologique,
des territoires ou sur la permaculture, je prends toujours un peu de temps pour présenter quelques graphiques sur le changement climatique, sur les fondements de la biodiversité, sur le pic pétrolier, sur l'épuisement des matières premières, y compris des métaux, etc. Je tiens à ce que les gens percutent, comprennent que la plupart des solutions qu'on nous vend aujourd'hui, les solutions high-tech, le solutionnisme technologique, en fait, est une impasse. Et que donc, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, de toute façon, la décroissance est absolument inévitable, et pas qu'un peu, à fond les ballons. Et après, notre travail, à nous militants et acteurs économiques et acteurs associatifs, et puis dans nos familles, auprès de nos amis, c'est effectivement de faire en sorte que ce chemin de décroissance ne paraisse pas, en tout cas pas que, comme semé de renoncement, de retour en arrière, etc. On va perdre beaucoup de choses qui ne sont pas forcément hyper précieuses et qui sont tellement délétères que ça paraît assez facile d'expliquer pourquoi il faut s'en passer de toute façon, mais on va gagner aussi d'autres choses. On va gagner peut-être un peu moins de perte de biodiversité, peut-être un peu plus de liens sociaux. Vous savez, le fameux slogan des décroissants, c'est moins de biens, plus de liens. Voilà, il y a toute une série de choses, plus de solidarité, plus d'autonomie, plus de savoir-faire ancien, plutôt que de s'en remettre en permanence à des technologies, des machines qui sont de plus en plus sophistiquées, pour lesquelles on n'a aucune prise. Revenir en arrière en termes de performance technique, je ne sais pas moi, abandonner son motoculteur pour repasser à la grelinette, c'est aussi conquérir de l'autonomie, c'est aussi travailler avec moins de bruit, c'est aussi travailler dans un jardin avec davantage d'animaux, davantage d'auxiliaires, etc. Donc, on ne fait pas que perdre avec la décroissance. Mais c'est sûr que ça ne va pas forcément être simple, c'est sûr que ça va pas être simple de faire passer cette idée-là. J'ai une autre... Ah, il y avait une autre question, pardon, avant de prendre la suivante sur la biodiversité. Sur la biodiversité, la question exactement, c'était comment on va faire pour empêcher cet effondrement de la biodiversité. C'est ça, hein? Là, pour le coup, c'est vraiment une question qui dépasse très, très largement le sujet de ce livre et de cette conférence. Moi, je veux bien donner une réponse, hein, mais pour moi, la seule solution possible, c'est de diminuer de manière drastique l'impact des activités humaines sur la biosphère, ce qui voudra probablement dire à un moment, en tout cas cesser de... ce qui voudra probablement dire sur le plan démographique, organiser une diminution de la population mondiale qui est probablement trop élevée, ce qui voudra dire diminuer drastiquement le niveau de consommation, donc le niveau de pression sur les écosystèmes qui est qui est en vigueur dans les pays occidentaux. Et donc, ça veut dire réduire massivement l'empreinte écologique des plus riches, des pays les plus riches, et surtout des plus riches des pays les plus riches. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Il va falloir rendre de l'espace à la nature. On sait très bien que l'une des principales causes du déclin de la biodiversité, ça n'est pas la chasse, de l'effondrement de la biodiversité, ça n'est pas la chasse, ça n'est même pas forcément la pollution, c'est la transformation des espaces de vie des espèces vivantes. C'est le fait que l'espèce humaine mange des territoires au détriment de ces espèces vivantes. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Il va falloir rendre de l'espace, laisser repartir des terrains à la forêt, replanter des arbres, cesser totalement à 100% l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Ça sera peut-être douloureux pour certains élus bâtisseurs, mais il faudra bien. Une autre question, pour le coup beaucoup plus zoomée, c'est quel est ton avis sur la voiture électrique? Est-ce que ça fait partie de la transition? Est-ce que c'est une transition utile? Alors, si c'est une transition, ça peut être une transition au sens où c'est un outil qui va être peut-être utile de manière très transitoire et encore pas forcément dans tous les contextes. Comme je dis souvent, une des phrases les plus utiles et les plus utilisées en permaculture, c'est « ça dépend ». Alors, est-ce que la voiture électrique est utile? Ça dépend. Dans un pays où l'électricité est décarbonée, à la limite, pourquoi pas pendant un certain temps. Dans un pays où elle ne l'est pas, c'est absolument aberrant. Et de toute façon, il y a un inconvénient majeur de la voiture électrique, c'est que ça reste une voiture. C'est-à-dire que ça contribue à maintenir
une société qui est structurellement articulée autour de la voiture, autour du coup de la nécessité de déplacements longs entre les domiciles et les lieux où on travaille, entre les villes et les campagnes, etc. Et donc, et en tout cas, au-delà de ça, la voiture électrique, nous n'aurons jamais assez de matières premières et notamment de métaux pour généraliser la voiture électrique pour toute la planète et certainement pas pour plusieurs générations. Surtout que si on part par là, il n'y a pas que la voiture à électrifier. Il y a aussi les bateaux, les tracteurs, les tronçonneuses, les moissonneuses-batteuses, les mobylettes, etc. Sans compter tous nos outils quotidiens et nos appareils quotidiens high-tech et numériques, etc., qui sont aussi électrifiés. Et c'est pour ça que je commençais tout à l'heure cette présentation en parlant de la durabilité à très très long terme et pour toute la planète. La voiture électrique, c'est par définition, si on imagine que ça peut être généralisé, c'est une fausse solution. Et le problème des fausses solutions, c'est qu'elles empêchent d'expérimenter, d'imaginer même les vraies solutions, qui sont low-tech, locales, et beaucoup plus résilientes et beaucoup plus démocratiques dans leurs utilisations et avec un beaucoup moindre impact écologique, etc. Donc, vous avez compris ce que j'en pense de la voiture électrique. Je ne suis pas un grand fan. Christine, une question, je crois, que tu aimerais poser. Oui, enfin, c'est une question de Pascaline qui demande quelle serait la taille optimale du territoire. Qu'est-ce que tu imagines comme taille optimale? Et qu'est-ce qu'on fait des grandes villes, des très grandes villes? Est-ce qu'il est possible je complète un petit peu, voilà, de réussir la transition écologique ou est-ce qu'il faut les quitter? Alors, c'est une question galère. Bon, j'ai une conviction personnelle là-dessus qui est basée pas que sur des avis plus ou moins au pifomètre comme ça ou au doigt mouillé. Ma conviction personnelle, c'est que la transition écologique ambitieuse telle que je l'ai décrite par exemple, elle se déploie de manière idéale dans des villes moyennes ou des petites villes, des zones semi-rurales. Terre vivante est installée à Mans, par exemple. On dit Mans ou Mince? Mince. C'est un territoire idéal pour la transition écologique. Il faut quelques milliers d'habitants pour qu'il y ait une taille suffisamment critique pour avoir à peu près toutes les activités économiques fondamentales, des écoles, des médecins, des artisans, des commerces, etc. Donc des villes jusqu'à 20-30 000 habitants, plutôt entourées de zones rurales ou de zones forestières. Donc, quand je parle de villes de 20 000 habitants, ce n'est pas 20 000 habitants en banlieue parisienne, hein. C'est 20 000 habitants, une sous-préfecture d'un département rural, par exemple. Ça me paraît la taille optimale, tout simplement parce qu'il y a suffisamment d'habitants pour qu'une grande variété d'activités ait lieu, pour que ces activités aient suffisamment de clientèle pour vivre. Et en même temps, il y a suffisamment de ressources naturelles autour pour qu'on n'ait pas forcément besoin d'aller chercher très loin de la nourriture, de l'énergie, etc. Dès qu'on arrive dans des grandes villes, et alors plus encore dans les métropoles, je pense qu'on arrive sur des territoires qui sont, je vais être un peu brutal, mais je pense qu'ils sont fondamentalement pas viables. La région parisienne, l'agglomération lilloise, bordelaise, nantaise, etc., par définition, ce sont des territoires qui sont beaucoup, beaucoup trop peuplés pour être alimentés en nourriture notamment et en énergie de manière durable. C'est tout simplement pas possible. On parle souvent, je vais donner un exemple, on parle souvent, pour relativiser ce que je suis en train de dire, du fait qu'à Paris, au début du XXe siècle, fin 19e, il y avait des maraîchers parisiens qui nourrissaient Paris. Bon, je veux bien, sauf qu'à l'époque, il y avait dans Paris plus de 50 000 chevaux de trait qui tiraient des calèches, etc. Donc ça faisait des quantités, vous imaginez, faramineuses de crottin. Donc ça, pour fertiliser des sols, en plus, dans Paris intramuros d'aujourd'hui, il y avait des champs. Il n'y avait pas que quelques vignes à Montmartre, il y avait des champs dans Paris. Et enfin, ces chevaux étaient nourris avec du foin qui venait parfois de plus de 100 km, 150 km, qui venait de la Beauce, quoi. Et Paris, c'était beaucoup moins peuplé, il n'y avait pas cette banlieue tentaculaire. Donc il faut franchement sortir de ce fantasme que la ville que la métropole peut devenir durable. Donc c'est pour ça que ça fait de nombreuses années que je parle d'exode urbain, un exode urbain qui est à mon avis absolument inévitable. Ça ne veut pas dire que tout le monde va partir des villes, ça ne veut pas dire qu'il est impossible à terme de transformer la ville d'une manière durable, mais en tout cas pas pour autant d'habitants qu'aujourd'hui. Ça, c'est, à mon avis,
absolument certain. Je ne sais pas si je réponds à la question sur la taille du territoire. Alors, bah, si, ça me paraît assez clair, effectivement. Pas trop gros. Donc, voilà, c'est ce que j'en retiens. On a une autre question. Bonsoir Grégory, nous avions accueilli une conférence sur la permaculture sur notre écolieu il y a quelques années dans un petit village. Gros succès, mais difficile d'aborder la permaculture humaine. Comment en parlerais-tu face à un public assez réticent au sujet moins terre à terre? Alors, je ne sais pas exactement à quoi fait allusion cette question en parlant de permaculture humaine. Peut-être c'est des techniques ou des méthodes de prise de décision, peut-être, comme la sociocratie par exemple, ou peut-être que c'était, ou je sais pas, des méthodes de discussion comme le bâton de parole ou ce genre de choses. Peut-être que c'est ça. Je ne suis pas complètement sûr. Parce que permaculture humaine, en fait, ça n'est pas un fourre-tout, mais en tout cas, c'est une ça englobe vraiment beaucoup de choses. Ça peut englober des activités qui concernent un seul individu, et dans ce cas-là, on est plus dans le domaine presque de la psychologie personnelle, de la découverte personnelle de la crise écologique et puis de la manière de l'affronter. Donc, des activités comme, par exemple, le nom m'échappe. Le travail qui relie, par exemple, fait partie de la permaculture humaine pour beaucoup de personnes. Mais alors, ça se fait en atelier collectif, mais ça peut aussi se faire de manière individuelle. Et puis, à l'autre bout du spectre, la permaculture humaine peut aller jusqu'à ces techniques, notamment de sociocratie, avec des choses comme l'élection sans candidat, la prise de décision au consensus, le fonctionnement par cercle, etc., où là, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre parce que ça implique beaucoup de personnes, avec parfois des inimitiés ou des difficultés à ajuster les personnalités des individus. Je me souviens avoir participé à des groupes dans lesquels il y a des gens qui se connaissaient depuis 20, 30 ans, et en fait, je découvrais au fur et à mesure des rancœurs anciennes qui m'amenaient à comprendre pourquoi telle action avançait moins vite qu'on aurait pu l'imaginer. Ça, c'est ce qu'on appelle le PFH, le putain de facteur humain. Et donc, cette permaculture humaine, c'est vrai que c'est une dimension fondamentale si on veut vraiment bien faire avancer ces groupes et ces projets. C'est pour ça que j'ai passé du temps tout à l'heure et que dans le livre, je consacre pas mal de temps justement à la question de l'élaboration des règles de fonctionnement du groupe initiateur. Les valeurs, la charte. Dans le groupe Beauvais en transition auquel j'ai contribué dans les premières années, dont j'étais l'un des fondateurs, en fait, on a passé beaucoup de temps à la rédaction de cette charte, parce que en fait, c'était un territoire où il y avait beaucoup d'associations qui existaient depuis de nombreuses années. C'est un territoire extrêmement actif sur le plan associatif. Et faire travailler tout le monde ensemble, amener chacun à comprendre que chacun pouvait être une pièce d'un puzzle beaucoup plus large, c'était pas forcément simple. Donc, c'est pour ça que j'ai accordé beaucoup de place à cette thématique-là. Je ne sais pas si je réponds suffisamment précisément à la question, mais en tout cas, je suis d'accord avec l'idée que c'est vraiment précieux. Au début de l'entretien, on a cité quelques exemples. Est-ce qu'on peut y revenir maintenant qu'on a un peu débroussaillé le sujet sur concrètement, finalement, quelles peuvent être les actions entreprises D'accord. Est-ce que tu peux les nommer? Enfin, les nommer sans être exhaustif, évidemment, mais voilà. Alors, peut-être avant de donner une liste, la question me fait penser à une question que j'ai très souvent en fin de conférence, c'est par quoi on commence? C'est là où je dis tout dépend du contexte, des compétences, de ce qui existe déjà, etc. Et je propose un certain nombre de critères dans ces cas-là, et d'ailleurs à un moment je le dis dans le livre. Démarrer petit, c'est important, encore un principe de perma, démarrer petit, parce que il vaut mieux démarrer par un Ripper Café que par une recyclerie, par un vélo-école plutôt que par un atelier d'autoréparation. Enfin, commencer plutôt par des actions qui sont relativement faciles à mettre en œuvre, qui ne demandent pas trop de moyens, pas trop de temps, pas trop de compétences. C'est moins risqué, c'est moins casse-gueule. On est moins frustré si ça ne marche pas. Après, ce que je propose aussi, ce que je conseille, c'est de démarrer par des actions qui ne soient pas ponctuelles, mais qui soient durables. Si tu veux, d'ailleurs, peut-être là, Christine, si tu veux partager l'image du composteur. C'est un composteur qui a été fabriqué à Beauvais par, je crois que c'est 2 ou 3 associations qui ont travaillé en commun.
Il a été fabriqué par un ESAT de la ville et il est installé dans un des quartiers politiques de la ville. Et donc, en fait, ce lieu, entre un composteur collectif qui est à disposition des habitants et puis tenir un stand sur le compostage dans un salon des associations, à mon avis, il n'y a pas photo en termes d'efficacité. Là, le lieu, cette structure, elle est installée, elle existe. Les habitants passent devant matin et soir et plusieurs fois par jour quand ils vont à l'école, quand ils vont au travail, prendre le bus. Donc ça, commencer par des actions durables, ça me paraît vraiment important. C'est important aussi de démarrer par des actions qui donnent de la transition écologique une image qui est plutôt positive, qui est attirante. Que personne ne va contester. Là, on revient sur la question de l'inclusivité. Alors, je précise, dans un premier temps, il ne s'agit pas de se limiter à ça, mais c'est vrai que dans un premier temps, tant qu'on n'a pas un réseau de sympathisants, de militants très, très engagés, c'est quand même pas mal de commencer par des choses qui ne vont pas susciter des levées de boucliers chez les élus, les voisins ou les autres associations, quoi. Et donc, une fois qu'on a ces différents critères en tête, après, on peut, en observant ce qui existe sur le territoire, ce que les membres du groupe ont envie de faire et ce qu'ils savent faire aussi, parce qu'évidemment, ça dépend de si vous avez dans le groupe quelqu'un qui a fait carrière pendant 30 ans dans le monde de l'agriculture, évidemment qu'il y aura des compétences qui seront immédiatement mobilisables pour aller vers plutôt l'espace test ou plutôt le magasin de producteurs ou plutôt la MAP. Ou le jardin collectif. Donc, c'est important de s'appuyer évidemment sur les compétences, les ressources qu'on a dans le groupe et puis sur ce qui existe sur le territoire. Comme je disais tout à l'heure, pas la peine de refaire, de réinventer la roue, quoi. Et après, du coup, on va pouvoir choisir dans tout un éventail d'actions. Dans le livre, j'en ai proposé 9, mais il y en a plein d'autres. Donc, les AMAP, les recycleries, les espaces tests agricoles, l'habitat groupé, les jardins partagés, les circuits courts alimentaires, les ateliers d'auto-réparation de vélos, etc. Donc l'idée, c'est de choisir dans toute cette liste-là la monnaie locale aussi, je pense. La monnaie locale, voilà, qui, à mon avis, qui vient coiffer en fait tout le dispositif. C'est vraiment la monnaie locale, c'est un outil qui est, à mon avis, absolument fondamental parce que ça permet d'irriguer, de donner des ressources et de créer du lien. Je parlais de maison commune tout à l'heure. Quand vous avez une monnaie locale qui est acceptée dans 15 structures alternatives ou associatives sur votre territoire, la maison commune, elle est là, quoi. Elle est déjà créée au moins par cet outil financier. Et donc, en fait, l'enjeu de la transition écologique sur chaque territoire, c'est d'identifier, de bien connaître son territoire, ses ressources, ses moyens, sur quoi on peut s'appuyer, d'identifier les structures qu'on peut choisir et qu'on peut essayer d'installer sur son territoire. Donc, j'ai donné une petite liste, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis ensuite, de les dupliquer sur son territoire en les adaptant. Il ne s'agit pas d'aller à l'autre bout de la France pour voir, je ne sais pas, de dire, allez, je vais aller à Mons-Sartoux parce qu'il y a une régie agricole en bio qui alimente les cantines en bio. Donc, on va faire la même chose chez nous. Ben oui, mais peut-être que le territoire n'est pas le même, que le niveau de richesse du territoire n'est pas le même. Donc, il ne s'agit pas de télécharger et de téléporter chez soi ce qui a réussi ailleurs, mais il s'agit de s'inspirer de ces expériences et puis de les dupliquer en les adaptant aux spécificités de son territoire. Donc du coup, ce que j'ai proposé, donc la troisième partie du livre, je ne sais plus combien de pages elle fait, mais c'est la plus importante, en fait, c'est 9 chapitres avec un chapitre par structure ou par type de projet, avec à chaque fois pourquoi c'est pertinent. En gros, mon idée, c'était de faire en sorte que chaque chapitre, on puisse le faire lire à quelqu'un pour lui faire comprendre pourquoi ce serait pas mal de créer ça, à quoi ça servirait, pourquoi c'est utile, quoi, à quels enjeux ça correspond, quel budget on aurait besoin, de quelles compétences, de quels moyens, quel est le mode de fonctionnement, statut juridique, etc. Sur quelles ressources on peut s'appuyer, où est-ce qu'on peut aller chercher du soutien, est-ce qu'il y a des associations, des réseaux nationaux qui viennent en aide aux porteurs de projets, quels sont les écueils à éviter, etc. Et puis une présentation de quelques expériences pour donner des idées. Donc c'était vraiment, on était dans l'état d'esprit de Terre Vivante, de livres pratiques et qui soient utilisables et où il y a à la fois la dimension prospective en fait pour comprendre pourquoi c'est important de faire ça et puis ensuite des exemples concrets qui permettent de se lancer, quoi. Merci, je crois qu'on va peut-être bientôt s'arrêter. Pour finir, moi j'aimerais bien que tu nous parles par exemple de ton expérience à Beauvais.
Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que vous avez mis en place, par exemple, à Beauvais, puisque vous avez monté un Alors, initiative, je ne sais pas comment tu l'appelais, mais Beauvais ouais. en transition, ça Beauvais en s'appelait Beauvais en transition, ouais. transition, tout à fait classiquement. De mémoire, ça devait être en 2003, début 2003, si je me souviens bien. On était au ciné, on regardait Culture en transition ou Transition 2.0, enfin un film à propos du mouvement de la transition dans lequel étaient présentées plusieurs de ces villes, notamment Totnes, et on voyait Rob Hopkins. Ça faisait quelques années que je me disais que j'avais vraiment envie de m'investir. J'étais déjà investi dans plusieurs associations, jardins et vélos notamment, promotion du vélo en ville. Et en fait, à la fin du film, on était entre écolos. Hein. Il y avait 50 personnes qui sont 50 clients du Biocoop local, 50 habitués de la Vélorussion beauvaisienne, enfin c'est toujours les mêmes, quoi. Et une personne a dit ce serait cool si on avait ça ici. Et donc j'ai simplement rebondi en disant bah, écoutez, personnellement, j'ai envie de me rendre disponible, d'y consacrer du temps, donc pourquoi pas lancer ça. Et on s'est retrouvés quelques jours plus tard dans un café. On a fait plein d'erreurs que on n'a absolument pas suivi ce que j'explique dans le livre. Une bonne partie de ce que j'explique dans le livre, vient des leçons que je tire de ce qu'on a fait trop hâtivement ou avec trop peu de méthode à Beauvais. Donc on a été très très vite, on a créé tout de suite, on a lancé une grande soirée de lancement, organisé une grande soirée de lancement de Beauvais en transition avec des groupes thématiques. Enfin, bon, c'était formidable sur le papier. On s'est heurté à pas mal d'écueils. Le territoire est un peu spécifique parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de choses qui s'y font. Et parfois, depuis très longtemps et avec une très très bonne reconnaissance, une grande légitimité au niveau national. Par exemple, la première recyclerie de France, j'en suis presque sûr, a été créée à Beauvais. Il y a eu dans les années 70 un garage associatif, enfin des trucs dont on parle aujourd'hui en disant « Ah, c'est nouveau, c'est génial, il faut le développer, il faut le créer ». Alors qu'en fait, ça a été mis en place à Beauvais. Le Biocoop actuel de Beauvais, à l'origine, était un groupement de consommateurs. Donc, il y a vraiment il y a un historique qui est très fort. Et ce qu'on avait essayé, c'était de créer en fait cette espèce de structure qui allait chapeauter tout ça, qui allait mutualiser un certain nombre de choses, un site internet, de la communication, peut-être entrer dans le dialogue avec les collectivités locales au nom de ce réseau associatif, plutôt que chacune de ces associations négocie ou s'affronte chacune de son côté avec les élus. On avait imaginé en fait qu'il y ait cette espèce de tête de pont qui puisse dire on représente 15, 20, 25 associations et quand on va voir les élus, du coup, ils savent qu'en fait, on a toutes les personnes qui sont conquises par la nécessité de la transition écologique à Beauvais sont derrière ce réseau-là. Donc, il faut tenir compte de ce qu'on fait. Voilà, donc on a eu quelques écueils. Ce qui marche le mieux, je trouve, c'est la création spontanée de quelques réseaux d'associations qui ont travaillé ensemble. Des groupes thématiques, il y en a deux notamment sur le réemploi, le zéro déchet et le recyclage, donc avec une ressourcerie, l'association Zéro Déchet Beauvais, etc. Et puis des associations qui sont actives dans le compostage. Et il y a un deuxième réseau sur le jardin, les jardins partagés. Voilà, je trouve que c'est ce qui est le plus efficace, mais je ne me fais pas d'illusion. L'allure générale de la ville de Beauvais et du territoire du Beauvaisis n'a pas été radicalement transformée par Beauvais en transition, quoi. On reste encore loin du compte là-bas. Christine, vous voulez intervenir? Christine? Oui, en fait, donc ça va être la dernière question. Là. Il y a une personne qui demande comment est-ce qu'on fait quand la mairie... Je t'entends pas. On t'entend plus. Ah, vous m'entendez pas? Ça y est, là. Ça va mieux, là. Ouais. Ok. La personne demande comment on fait quand la mairie n'est pas du tout en phase avec ce type de proposition. Et ce sera la dernière question. Bon, on va finir par en mettant une couche sur les élus, alors. Enfin, certains. Alors ça on l'entend très souvent. Hein. Pas plus tard que c'était avant-hier, je ne sais plus avec qui je discutais parce que j'ai eu plusieurs coups de fil, mais une personne parlait justement de ces élus locaux qui étaient d'incorrigibles, alors pas adversaires, mais
non conscient, on va dire, si je reprends la formule de tout à l'heure. C'est un lent travail. Je me souviens sur le territoire de Beauvais, justement, j'ai organisé une formation des élus. Ils étaient une trentaine, c'était très intéressant. Il y avait Madame la maire qui était là, il y avait plusieurs adjoints, ça a duré 2 heures. J'ai eu beaucoup de temps pour exprimer dans le détail, mais c'est sûr qu'en fait, il faut remettre l'ouvrage sur le métier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une des solutions qu'on n'a pas pu expérimenter à Beauvais, mais qui me semble très... Intuitivement, je la trouve très prometteuse. Je ne l'ai jamais mise en œuvre, mais j'ai hâte de pouvoir le faire. C'est d'organiser une soirée de sensibilisation ou une réunion de sensibilisation avec beaucoup de gens et d'inviter les élus locaux à commenter eux-mêmes les images qu'on projette, les graphiques qu'on projette. En gros, ça les oblige en quelque sorte à s'approprier un petit peu les constats qu'on leur propose et les trajectoires qu'on imagine. Alors, c'est un élu qui, devant un public d'administrés ou d'électeurs et d'électrices, a dit effectivement, là, vous me montrez les 3 graphiques que vous venez de me faire présenter et commenter sur le pic pétrolier, sur le climat et sur, je sais pas moi, la dépendance du système agricole au pétrole. Effectivement, il pose sacrément problème. Donc, ça nous amène forcément à réfléchir à la manière dont on va transformer le système agricole territorial, quoi. Et donc, il va falloir s'engager dans un projet alimentaire territorial complètement différent, etc. L'idée, c'est c'est une technique de marketing, le pied dans la porte. On met le pied dans la porte et une fois que le pied est dans la porte, la personne peut difficilement fermer la porte. Là, l'idée, c'est presque d'attirer l'élu pour lui mettre son pied dans la porte en quelque sorte, et que une fois qu'il est publiquement dressé certains constats, il soit plus difficile ensuite, et surtout si on le refait de manière répétée, il soit plus difficile ensuite d'annoncer des décisions, de prendre des décisions qui soient en contradiction flagrante, évidente avec ce qu'il a dit publiquement. Ça donne des ressources pour essayer de lui rappeler régulièrement, mais tu te souviens, Marcel, ou tu te souviens, Monique, ce que tu avais dit tel jour, là, quand on s'était réunis à la salle, je ne sais pas, Jean Villard, là, la soirée, je ne sais pas, moi, Montargis en transition, là, quand tu avais dit que ça ne pouvait pas durer comme ça et que de toute façon, il faudrait développer le vélo en ville, et ben voilà, maintenant, vas-y, quoi. Qu'est-ce que ça attend? Voilà, c'est peut-être une solution parmi... il y en a plein d'autres, hein, mais je la trouve assez... intuitivement, je la trouve assez prometteuse et assez... Bon, il y a ça et le rapport de force, hein. Il faut clairement du rapport de force. Quand vous avez une municipalité qui est dans l'opposition vigoureuse à certains projets, il y a un moment où, sur le vélo par exemple, je suis parti de Beauvais avant de pouvoir le faire, mais j'aurais adoré faire ça avec l'association de promotion du vélo en ville à laquelle j'appartenais. J'aurais eu envie d'organiser une série de happenings pour sensibiliser, que ce soit très médiatisé sur... créer des pistes cyclables temporaires un vendredi soir par exemple, et puis le vendredi suivant faire une course entre une voiture et un vélo entre un endroit de la ville et un autre endroit, en sachant qu'il y a des embouteillages pour montrer que le vélo ça va beaucoup plus vite. La semaine suivante, organiser un simulacre d'accident pour montrer la dangerosité des voitures vis-à-vis des vélos, et en fait essayer de créer une espèce de succession de happenings comme ça, très théâtraux, pour attirer l'attention sur la nécessité de plus de pistes cyclables sécurisées, en site propre, etc. En fait, l'imagination est au pouvoir, on peut imaginer plein de choses. Donc il faut à la fois du rapport de force, à la fois des moyens, à la fois un peu de compétences, de la diplomatie. Si vous arrivez avec un élu en disant tu vas arrêter tes conneries et ça ne peut plus durer, tu es vraiment un archéo élu, un dinosaure, bah, c'est certain qu'on va susciter des réactions de raideur, hein, donc voilà, c'est un petit peu de tout ça, un peu un travail de fourmi qui est parfois fatigant ou décourageant, et qui l'est moins quand on a quand même passé du temps à essayer d'imaginer ce futur désirable là dont on parlait tout à l'heure et vers lequel on va, parce que là on peut se dire, même quand ça avance pas beaucoup ou pas très vite, on peut se dire quand même on s'en rapproche un peu, donc on va pas s'arrêter, on va continuer. Très bien. Je vois le jour qui tombe, je crois qu'on va bientôt se retrouver dans le noir, donc c'est peut-être le signal de la fin. Alors justement, un mot de la fin, Grégory, pour conclure.
D'abord, je vais te remercier, et remercier Christine et remercier le Muséum d'Histoire naturelle pour cette invitation. Normalement, ça devait se faire dans la vraie vie, comme j'adore, comme je préfère. J'adore me déplacer à l'invitation d'associations, de collectivités, de médiathèques ou je ne sais quoi pour aller parler de ce livre d'écologie, de permaculture, etc. Mais bon, ça n'a pas pu se faire et je vous remercie d'avoir maintenu l'événement et puis j'espère que ça aura été intéressant, techniquement sans problème. Voilà, en tout cas, et puis je vais en profiter aussi pour remercier à nouveau Terre Vivante parce que quand il y a quelques années, j'ai eu l'envie de rédiger ce premier livre sur la permaculture. J'avais vraiment très, très envie. Je n'ai pensé qu'à un éditeur, c'était Terre Vivante, parce que j'avais au moins 20 bouquins de Terre Vivante dans ma bibliothèque. Et je suis du coin en plus, hein, je suis le régional de l'étape. Et voilà, je suis ravi que ça se soit fait et qu'on soit en relation régulièrement et qu'on se revoie. Donc voilà, j'adore cette maison d'édition, donc je suis très, très heureux d'en être un des petits soldats. Merci. Pascal, un petit mot de la fin aussi? Moi, je remercie Terre Vivante et Grégory Derville, que nous avions recueillis en vrai au Muséum il y a 2 ans pour une conférence sur la permaculture, qui avait été très chouette et très suivie. Je remercie également tous les publics qui nous ont suivis. Et j'invite tout le monde aussi à se rendre sur la page de la Biennale des villes en transition de la ville de Grenoble. Vous verrez, c'est assez foisonnant, c'est très riche, c'est extrêmement varié. Il y a énormément d'activités à voir, à faire, à parcourir durant les 3-4 journées qui viennent, là, du 1er au 4 avril. Et puis, il y a des choses qui vont durer même un petit peu au-delà. Donc, à mon avis, ça va être très riche. Et puis, on se reverra en vrai au muséum dans pas très longtemps. On y croit. Christine, à toi. Merci à tous. Et je voulais dire que Grégory Derville sera à Terre Vivante le dimanche 20 juin. On t'entend mal à nouveau. C'est mieux là? Oui. Je voulais dire que Grégory Derville serait à Terre Vivante au centre écologique le dimanche 20 juin toute la journée. Et qui proposera des conférences et des échanges avec notre public, avec les visiteurs qui seront là. Voilà, parce que tous les dimanches en juin, on accueille des intervenants aussi sur, imaginons le monde de demain, en fait, voilà, sur cette thématique. Et donc, Grégory, tu seras là pour toujours sur ces thématiques de la permaculture et de comment on agit concrètement pour un monde plus écologique. Et aussi, Grégory Derville peut intervenir en fait, si vous êtes une association ou dans une ville, donc n'hésitez pas à le contacter sur LinkedIn, Facebook. J'adore parce que j'y gagne des amis. Peut-être que parmi les personnes qui sont encore là, il y a quelques personnes qui sont devenues des amis, qui sont même venues chez moi après, alors qu'au départ, c'était juste pour une conférence. Donc, l'utile et l'agréable. Bon, et à mon tour, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, merci Pascal de nous avoir accueillis dans le cadre de la Biennale. Et puis, merci Grégory pour ta confiance, notamment en notre collaboration. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. À bientôt. À bientôt.